Alors, nous avons vu le réchauffement climatique, nous avons vu l'environnement. Reste à savoir comment vont se comporter les consommateurs, alors qui sont de plus en plus exigeants, qui veulent savoir de plus en plus de choses sur ce qu'ils mettent dans leur verre ou dans leurs assiettes. Et pour parler de tout cela, eh bien, j'invite à nous rejoindre, et vous pouvez les applaudir, Richard Delérins, qui est anthropologue, qui a travaillé justement sur les comportements des consommateurs, Brice Aymar, qui est directeur du Conseil interprofessionnel des vins de Champagne, et non des vins de Provence. Et voilà, il fallait bien que j'en fasse une d'ici la fin de la matinée. Et en fait, vous avez été muté, mais vous ne le saviez pas. Et Jiaming Wang, qui est chercheur à l'université de Brock au Canada. Mais avant de regarder de plus près ce que pensent les consommateurs, je vous propose de regarder ces quelques images pour planter le décor de ce dernier débat. Aujourd'hui, clairement, il y a des attentes par rapport à la question environnementale. On essaie de comprendre quels sont les arbitrages des consommateurs. C'est-à-dire est-ce que finalement ils veulent toujours des bons vins venant de telle provenance, ou est-ce qu'ils réclament maintenant de plus en plus véritablement des questions, des performances environnementales ou des allégations qui vont plus du côté de la naturalité des vins. Si on peut communiquer sur ces questions-là quand on est producteur, eh bien on peut bénéficier d'une valorisation, d'une meilleure valorisation des produits sur les marchés. C'est tout à fait clair. Alors, Richard Delérins, moi, je voudrais qu'avec vous, on rentre dans la tête des consommateurs. Parce que je vous avouerai que moi, comme journaliste qui ai suivi pas mal la consommation à France Inter, parfois, j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il y a dans la tête des consommateurs et sur ce qu'ils veulent exactement. On va prendre un exemple tout bête. Un consommateur vous dit « Je veux un produit de qualité, je suis prêt à payer pour ». Et quand vous le regardez à la sortie du supermarché, il a pris le produit d'entrée de gamme le moins cher. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des consommateurs ? D'abord, je voudrais vous dire que... Mettez bien le micro près de... Oui. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? Voilà, c'est parfait. La première chose, c'est que je suis, pour ceux qui... je vais avoir un regard légèrement... on va inverser la perspective, si je puis dire, parce que le point de vue ou du consommateur ou des individus qui consomment, parce que j'aime pas trop le terme consommateur, et je vais vous expliquer pourquoi. À la fois un regard qui inverse la perspective, et par ailleurs un regard décentré, parce que comme chercheur, je suis parti, comme chercheur français, j'étais au CNRS et je suis parti il y a 10 ans aux États-Unis dans une université américaine. Et c'est vrai que de Californie, à la fois je m'intéresse bien sûr à la consommation et surtout à cette nouvelle génération qu'on appelle les millennials, dont je vais vous parler. Je vais vous expliquer pourquoi cette génération, comprendre cette génération est absolument important, crucial et même essentiel pour comprendre les comportements de consommation aujourd'hui et les comportements de consommation de demain. Alors, en deux mots, qui sont les millennials. Alors, moi, je voyage dans le monde entier pour m'intéresser donc à cette génération qui sont, pour résumer, les 18-35 ans, mais en réalité, c'est plus que ça. C'est une génération, conventionnellement, on la fait partir à partir de ceux qui sont nés à partir de 1982, c'est-à-dire qu'ils ont eu 18 ans en l'an 2000, c'est pour ça qu'on les appelle millennials, c'est les premiers individus qui étaient majeurs à rentrer dans le troisième millénaire, et de façon aussi un peu conventionnelle, on arrête cette génération à ceux qui sont nés en l'an 2000, donc c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui donc entre 35 pour les plus âgés et 18. Alors, cette génération a trois caractéristiques majeures et qui vraiment la distinguent de toutes les autres générations, les X, les baby-boomers, c'est la génération la plus nombreuse qui a jamais existé sur Terre. Et ça, c'est vrai dans tous les pays occidentaux, également dans les pays en Asie, les grands pays peuplés d'Asie. Donc, c'est la génération la plus nombreuse. Ils sont beaucoup plus nombreux que la génération qui était les baby-boomers, qui étaient les plus nombreux jusqu'à présent. Premier point. Deuxième point, c'est qu'en 2020, c'est-à-dire demain, ils seront dans tous ces pays la moitié de la population active. Donc ils le sont déjà presque. Et dans 10 ans, c'est 3/4 de la population active. Ça, c'est le deuxième point crucial. C'est-à-dire qu'ils sont le moteur de l'économie, le moteur des choix dans le domaine de consommation, et ils sont aussi ceux qui sont une population qui est la plus éduquée, c'est-à-dire avec le plus haut niveau d'études, qui a jamais...
Ils ont atteint en moyenne les plus hauts niveaux d'études. Et par ailleurs, comprendre leur goût, leurs valeurs, leur choix est important pour comprendre les dynamiques de consommation telles qu'elles sont en train de se construire et de se transformer. Mettez bien le micro. Dernier point. Pour que nos amis d'Anjou vous entendent. Dernier point, qui est aussi extrêmement important, et ça je vais essayer de vous montrer en vous définissant, je vais vous mettre en avant quelques marqueurs qui caractérisent les millennials, c'est que cette génération, pour la première fois, ils ont plus de points, ils ont plus de valeurs, il y a plus de valeurs entre elles qui sont intragénérationnelles qu'intergénérationnelles. Ça veut dire concrètement que les millennials de Los Angeles, de Paris et de Séoul ont plus de points et de valeurs en commun entre eux qu'ils n'en ont chacun avec la génération qui précède dans leur propre pays. Et ça, c'est la première fois qu'on n'a pas un système, on va dire, de reproduction intergénérationnelle très fort. C'est-à-dire que ce qui se passe entre eux dans le monde est absolument crucial. Sans parler du fait que, comme vous savez, c'est la première génération qui est née qui a toujours connu l'Internet, les réseaux sociaux. Alors, je vais répondre donc brièvement à 3 questions. Donc, qui sont les millennials? Quelles sont leurs valeurs? Quels sont pour les millennials les changements majeurs des pratiques et des représentations associées au vin rosé? Je vais vous montrer comment le vin rosé a un statut anthropologique très différent de tous les autres vins et pourquoi, et notamment auprès des millennials. Et enfin, je vais aborder et lier tout ça avec les questions et les enjeux climatiques et environnementaux et qui impactent les nouveaux comportements de consommation, en particulier chez les millennials. Alors, un des marqueurs qui caractérise cette génération, je vais en prendre quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus que ça, c'est une génération qui est extrêmement mixée, mélangée, aussi bien d'un point de vue génétique, c'est-à-dire que c'est une génération qui est mélangée. Il suffit d'aller dans les rues des grandes villes du monde pour voir le visage des gens aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 40 ans. Vous apercevez qu'il y a ce brassage génétique. Et il y a une illustration, c'est un brassage génétique, culturel, linguistique. Je vais prendre juste quelques illustrations rapides. Pour ceux qui connaissent, qui vivent à Paris, il y a une exposition qui a eu lieu il y a 2 ans, qui a fêté les 30 ans du programme Erasmus, c'est le programme d'échange entre les étudiants européens. Et vous voyez, cette exposition s'appelait Union européenne. De ces 2,5 millions d'étudiants qui sont partis en échange, il y a eu 1 million d'enfants qui sont nés de ces unions interculturelles européennes. Donc l'Europe n'a jamais été aussi brassée et jamais aussi mixée qu'aujourd'hui. C'est vrai aussi des États-Unis et c'est vrai aussi de l'Asie. Alors, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Il y a une marque qui a compris très tôt ça, d'ailleurs, au passage, c'est Benetton, qui a compris ce qui était en train de se passer avant toutes les autres. Et elle a communiqué là-dessus très tôt. Et il y a même un terme aujourd'hui dans le vocabulaire courant qui est en Asie comme en Europe, c'est le terme ce qu'on appelle APA en anglais, c'est la contraction de half apart. Et vous avez cette génération de millénials qui se réclament beaucoup de leur métissage culturel. Et il y a des sites entiers, ce qu'on appelle Hapa Nation, en Amérique, en Europe. Et vous voyez ces millénials qui sont là, qui sont mélangés, France Birman, etc. Vous avez ces nouveaux visages, cet éloge du mélange et du métissage culturel. Alors tout ça, c'est renforcé. Ça, c'est important aussi parce que c'est quelque chose qui va déferler en Europe, pas encore en France pour des raisons réglementaires, par les tests génétiques qui permettent de déterminer où sont vos ancêtres pour maintenant $49. Vous les commandez, vous recevez 2 petits tubes à essai, vous crachez dedans. Et au moment de Thanksgiving, des fêtes l'année dernière aux États-Unis, ils se sont vendus 3 millions de kits qui ont été offerts en cadeau de Thanksgiving. 3 millions et vous avez comme ça, les individus savent d'où ils viennent, s'ils sont 3% européens, 15% asiatiques. Donc il y a cette espèce d'exploration génétique de soi qui est en train de se passer pour cette génération millennials. Alors on les appelle couramment, les Américains l'appellent la génération mi-mi-mi, moi, parce que c'est une génération pour laquelle l'individu est vraiment une notion cardinale. Ils veulent être eux-mêmes. Les Français aussi parlent de la génération j'ai le droit. Pour ceux qui ont des enfants qui sont de cet âge-là le savent. On l'entend souvent, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. Mais c'est très important, cette idée que finalement, on va chercher les références en soi. Et c'est une génération qui a pour projet d'être... Les millénials ont surtout en commun pour projet d'être soi. Alors ça s'exprime dans la beauté. Et être belle, c'est plus de ressembler à un idéal de beauté du top modèle, c'est aussi trouver la meilleure manière d'être soi, de se plaire à soi-même, d'être absolument, de devenir soi-même. Vous voyez la campagne Marionneau de l'année dernière, c'est Born to be me, donc c'est une conception de la beauté qui est beaucoup plus individuelle. On ne cherche plus à ressembler à un idéal parce que c'est en nous qu'on doit trouver c'est en nous, en soi, qu'on doit trouver sa propre beauté.
Un autre critère, on va dire, qui est assez important chez les millénials, je vous en prends 3-4 pour arriver sur l'alimentation et vous montrer en quoi tout ça c'est lié. Ce qui est ce qu'on appelle la fluidité de genre. Ils veulent aussi choisir qui ils sont d'un point de vue de leur comportement, aussi bien sexuel, dans leur rapport amoureux, mais aussi... c'est pour ça que vous voyez une explosion de la bisexualité. Alors j'ai pris cette chanteuse française que tout le monde connaît, qui est Christine et qui est devenue Chris. Et ça c'est très concret parce que vous voyez une des idoles millennials qui s'appelle Katy Perry, qui est une chanteuse californienne mais qui est super célèbre. Vous comprenez qu'elle est devenue célèbre parce qu'elle a fait une chanson qui l'a rendue célèbre qui s'appelle J'ai embrassé une fille. Et cette chanson, si vous allez sur YouTube aujourd'hui, vous voyez qu'elle a été visionnée 1,134 milliard de fois. Et ça, c'est juste la version, le clip officiel qui est sur YouTube. Donc, c'est pas un petit phénomène, c'est pas il y a 30 millions de gens qui la suivent, il y a 1,130 milliard de personnes qui suivent cette personne. Et si vous allez sur Facebook aux États-Unis et que vous voulez rentrer votre profil et créer un compte Facebook, voilà le choix du genre que vous avez. C'est pas homme ou femme, c'est ça, vous avez 50 choix de genre. Donc, je ne vais pas vous demander si vous êtes bigender, si vous êtes MTF, Neutroid ou Two-Spirit, mais il faut savoir que les millennials américains, les millennials en Angleterre, mais pas en France, pour d'autres raisons que je pourrais vous expliquer, mais ils ont le choix de 50 choix de genre. Ça, c'est le compte Facebook américain. Alors, un des autres critères, avant d'arriver sur l'alimentation, que vous voyez tous, ici, j'allais dire autour de vous, c'est le tatouage. C'est une génération qui est tatouée à 38%. Et ça, c'est commun entre les millennials de Corée, les millennials français, les millennials américains. Mais non seulement, c'est pas simplement qu'ils sont tatoués, c'est qu'ils ont changé le sens du tatouage. Jusqu'à présent, le tatouage, c'était une marque d'appartenance à une communauté, les marins, les militaires, les motards. Aujourd'hui, le tatouage, ils se sont réappropriés le tatouage. Ils veulent des tatouages chacun individuels, ce qui marque leur individualité. C'est pas du tout une marque d'appartenance à un groupe, c'est une réappropriation de son corps. Alors, de la même façon, et là on arrive sur l'alimentation, c'est aussi l'alimentation devient pour eux un mode d'expression de soi. Alors évidemment, c'est la génération du selfie qui à la fois a une image d'elle-même, et se prend en photo, mais extériorise son intimité, on appelle ça l'extimité. Donc je ne vous parle pas du selfie, des food porn, des grocery hauls, c'est les gens qui rentrent de course et qui se mettent sur YouTube et qui vous expliquent pourquoi ils ont acheté ci, ça ou ça, et ça, vous en avez des milliers. Et en France, comme aux États-Unis, ces millennials qui rentrent, elles rentrent de course, chaque semaine, et 2 jours après, il y a 800 000 personnes qui ont regardé pendant un quart d'heure ces commentaires. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour les millennials, l'alimentation, c'est une nouvelle... Et vous le voyez bien à travers les séries de télévision, c'est une nouvelle pop culture. Et dans cette pop culture, et ça c'est crucial, et là on arrive sur les questions vraiment du rosé, il faut que vous compreniez, et ça je voudrais insister là-dessus, que c'est la couleur rose et la couleur qui a été adoptée par les millennials comme une couleur emblématique de cette génération. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le rose, c'est pas simplement le rosé, c'est que vous avez du rose partout. Vous l'avez dans ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence beauté, alimentation, santé. Vous l'avez bien sûr dans le vin rosé, ce qui d'ailleurs c'est ce qui porte le vin rosé. Mais vous l'avez à travers le choix dans l'alimentation. Vous l'avez à travers, on fait des ananas roses. Vous l'avez à travers les grandes marques. Le Crozet a lancé sa ligne de cocottes roses. Vous l'avez dans la mode. L'année 2017 c'était l'année du rose chez les couturiers. Vous l'avez dans le cinéma, une chanteuse qui s'appelle Pink. Vous l'avez également dans la politique. Vous voyez ce mouvement après l'élection de Trump qu'on appelle les Pussy Hats en Angleterre, aux États-Unis, c'est des femmes qui avaient des bonnets roses et qui ont manifesté sur toutes ces questions. Alors, la question c'est pourquoi le rose ? Pourquoi le rose et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se joue ? Parce que c'est pas que le rosé, c'est global. C'est global, de la mode à la cuisine, en passant par... vous voyez, Kit Kat a sorti ses barres roses. Alors, pareil dans la boisson, c'est pas simplement le vin rosé, c'est Bud a fait de la bière rose, et je vous en passe, et des meilleurs. Alors, il y a une raison pour répondre à cette question. Curieusement, il faut vraiment, alors là, être un anthropologue. Il faut aller dans le fond culturel, anthropologique de l'Occident médiéval, pour voir quelle est la valeur du rose. Qu'est-ce que c'est que le rose ? Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous voyez, vous pensez tous rose, rosé, etc., mais la couleur rose n'existe pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que dans la langue française, le mot rose a été associé à la couleur rose qu'au XIXe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, quand vous disiez rose, quand vous allez dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, le mot rose, ça renvoie à la fleur.
C'est la rose. Mais le mot rose, c'était pas le mot. Bien sûr, il y avait la couleur que nous on qualifie comme rose. Mais les Anglais, par exemple, ils ont le mot pink et ils ont le mot rose. Rose, c'est la fleur et pink, c'est la couleur. Mais en France, on avait un mot pour définir le rose avant qu'on l'utilise. C'était le mot incarnat. La couleur, c'était la couleur incarnate, qui a donné carnation, et c'est la couleur de la chair. C'est la couleur de la chair, et c'est aussi la couleur qui symbolise, dans l'Occident médiéval, alors là, qui symbolise la vie. Et ce que vous avez, c'est issu de manuscrits Moyen-Âge, ce sont les fontaines de vie, sont toujours représentées de couleur incarnate, les sources d'effets dans Lancelot incarnate, la santé est symbolisée par cette couleur incarnate, et la couleur rose a ce fond anthropologique qui représente la jouvence, la jeunesse, la santé, la peau. C'est la couleur de soi et c'est la couleur des émotions. Et les millénials, par un événement anthropologique, sans même le savoir, se sont réemparés de cette couleur qui, dans l'Occident, avait cette valeur-là, et se sont accaparés ces codes du rose, et on le voit aussi bien dans la politique, on le voit dans la mode, on le voit dans la cuisine, et bien sûr, on le voit dans le vin. Ce qui fait que le rose n'est pas simplement une couleur, c'est aussi une valeur. Et c'est vrai que le rosé, d'une certaine façon, s'est trouvé pris par une sorte de heureux hasard de l'histoire, dans ce grand mouvement qui est celui de cette couleur qui est portée par cette génération. Et les valeurs qui sont associées au rose et au rosé, c'est ça, c'est l'innovation. Donc ça ligne avec les valeurs des millénials, c'est-à-dire le rosé, c'est un vin qui innove contre la tradition, qui représente la jeunesse, la jouvence par rapport à la maturité des vins, la valorisation du présent par rapport au passé, la joie de l'instant par rapport à la nostalgie du temps, le côté cool contre le côté snob, et cette espèce de simplicité, de naturalité du rosé, on la reprend toutes ces valeurs de la couleur incarnate, c'est-à-dire de la chair, de la peau, de la santé, de la jeunesse, de la vie. Et donc on le retrouve, du coup c'est un vin qui permet beaucoup plus d'innovation parce qu'il n'est pas codifié comme le vin rouge ou le vin rosé à travers des pratiques alimentaires. Il est beaucoup moins codifié, on est beaucoup plus libre de le consommer, d'avoir des pratiques de consommation beaucoup plus, on va dire, excentriques parce qu'il est moins codifié. Et ça correspond beaucoup mieux aux millennials parce qu'ils peuvent se l'approprier. C'est pour ça qu'ils le mettent en cocktail, ils le font de toutes les façons que vous pouvez imaginer. Ils se l'approprient dans des nouvelles pratiques de commensalité, d'être ensemble à travers les pique-niques que vous avez à travers, vous voyez, sorry, wine snob, donc ça c'est pris, donc, il y a le terme de snobisme, c'est un vin qui n'est pas celui des snobs, c'est un vin cool, des pique-niques, c'est un vin également qui correspond à des nouvelles pratiques alimentaires, les apéritifs dînatoires, c'est une autre façon, on peut se l'approprier, le transformer, et d'autres cultures peuvent se l'approprier, c'est pour ça que le rosé, les Américains sont les grands consommateurs de rosé, ils ont adopté ça parce qu'ils se l'approprient. Vous voyez, Drew Barrymore avec sa bouteille de rosé. Alors pour terminer, ce qui est intéressant, c'est que c'est une génération, et les millénials, sans rentrer dans de trop grands détails, parce que c'est une génération qui est très, non pas égocentrée, mais qui puise en elle-même ses propres valeurs, elle est très soucieuse d'aligner ses valeurs avec ses comportements. Bien sûr, ses comportements de consommation. Alors, il y a une théorie, enfin pas une théorie, il y a tous des travaux de psychologie sociale et un terme qu'on appelle la dissonance cognitive qui permet d'expliquer tout ça. Alors c'est un terme qui a été développé par un prof de Stanford dans les années 57 qui s'appelle Léon Festinger et qui dit grosso modo que les individus tentent de mettre en rapport leurs valeurs et leurs comportements, ou leurs croyances et leurs comportements. Et quand il n'y a pas d'accord entre leurs croyances et leurs comportements, il y a un inconfort, ce qu'il appelle une dissonance. Alors l'exemple type, c'est le renard et les raisins. Du coup, j'ai pris celle-là parce que les raisins, ça vous parle. C'est le renard qui essaye d'arriver ici, où ils sont délicieux, etc. Et puis il n'arrive pas à les atteindre. Et du coup, la fable dit, finalement, ils sont trop verts, dit-il, et bon pour des goujats. Donc il va transformer ses croyances sur le raisin. Et voilà. Alors, les millennials, et c'est ce qui fait la force de cette génération, c'est que plus que des consommateurs, c'est des individus. C'est leurs valeurs individuelles qui sont en avant dans leurs actes de consommation. Ça signifie qu'ils essayent autant que faire se peut, d'aligner leurs valeurs aussi bien sur des questions environnementales et leur comportement de consommation. Et comme manger, c'est devenu une mode d'expression, manger, consommer, et l'alimentation est un mode d'expression de soi, c'est encore plus fort. Et c'est vrai que, bon, il y a eu le tournant environnemental qui a fait le lien entre l'individu, la consommation individuelle dans le domaine alimentaire et la santé de la planète. Du coup, c'est vrai que toutes ces questions sont en train de ressortir, enfin, se structurer
structuré chez les millennials, dans la presse, ça c'est le Washington Post, mais dans les sites internet. Et ce qu'on voit, j'ai pris sur les millennials américains, qu'ils sont les plus grands consommateurs de vin. C'est la génération qui consomme le plus de vin aux États-Unis. Donc, si vous voulez, ils sont aussi très sensibles à ces questions parce qu'ils essayent de d'aligner leurs valeurs et leurs comportements. Donc, c'est vrai que demain, c'est vrai que vous les voyez dans les supermarchés américains en Californie, ils sont là tous avec leur smartphone en train de scanner les codes barres du vin. Et il y a des applications qui donnent la note éthique, la note environnementale, etc. Donc, ils sont très soucieux. Ils font leurs courses avec leur scanner. Les actes d'achat sont en train de se construire comme ça. C'est ce qu'on appelle la consommation cognitive. Et demain, vous aurez des applications encore plus sophistiquées qui seront liées avec du blockchain sur des plateformes et qui, en 2 secondes, permettront aux consommateurs et aux millennials d'avoir une note environnementale, une note ci, une note ça, de tous les vins et du vin rosé en particulier. Voilà, merci. Merci beaucoup, Richard Dolérens. Et quand vous en parliez, Richard, moi j'avais une idée qui me traversait l'esprit pour nos amis spécialistes et producteurs de rosé. Imaginez Katy Perry avec un verre de rosé à la main. 1,3 milliard de vues. Enfin bon, ça c'était la séquence rêve. Brice Aymard, avec vous, on va parler un peu économie aussi, parce que quand même, l'économie n'est pas au centre de tout, mais l'économie compte, notamment pour le rosé, et les enjeux dont on a parlé ce matin vont se répercuter en termes d'économie. Oui, bonjour à tous. Je vais plomber l'ambiance, du coup, c'est dommage. Vous avez eu plein de photos et de millennials. Moi, je vais vous mettre plein de graphes et plein de boules. Vous n'avez pas une photo de Katy Perry non. Non, une photo de rayon de vin. C'est très sexy. Bon, un peu de chiffres dans tout ça. Puisque, donc, vous savez, on mène avec France Agrimaire l'Observatoire du Rosé depuis quelques années maintenant. C'est un observatoire qui est important parce qu'il est assez compliqué, voire très compliqué, d'avoir des chiffres dédiés au rosé dans le monde, parce que c'est soit rouge, soit blanc, soit toute couleur, mais on a rarement rosé. Donc c'est un observatoire qu'on a monté depuis 10 ans pour avoir des chiffres précis ou estimés sur cette couleur. Le marché du rosé, on pourrait penser qu'il est équilibré aujourd'hui, il est entre 22 et 24 millions d'hectolitres, c'est-à-dire 10% du marché. Les échanges mondiaux, c'est 9 millions d'hectolitres, donc 40% à peu près. Donc quasi les mêmes chiffres que les vins toutes couleurs, donc on va dire ok, c'est équilibré. En fait, c'est pas si simple que ça. On a une production qui est concentrée dans 5 pays, 75% de la production mondiale, et une consommation qui est concentrée aussi dans 8 pays. Et en fait, on va le voir, des chiffres très hétérogènes, puisque en fonction des pays, on a une consommation qui va de 0,5 litres par an par habitant à 16 litres par an par habitant. Alors au niveau production-consommation, la concentration se situe au niveau de 3 voire 4 pays, France, États-Unis, Espagne, Italie. Alors l'année 2017 était une année particulière de très faible récolte en Europe. Et donc on le voit par exemple en 2017, a priori on a produit moins de rosé que ce qu'on en a consommé, parce qu'on aurait produit 20 millions d'hectos de rosé contre un peu plus de 23 consommés. Et on a ces 4 pays qui sont des pays historiquement producteurs, avec aux États-Unis jusque-là, et j'en reparlerai, des vins plutôt blush et sucrés. Au niveau consommation, c'est encore plus concentré, puisque vous voyez que la France fait plus d'un tiers de la consommation, les États-Unis 15%, et ensuite l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Alors malgré tout, cette consommation et cette production ont commencé à se diversifier maintenant depuis une dizaine d'années, mais vous voyez qu'il y a encore une concentration qui est forte. Et donc du coup, on a cette répartition au niveau mondial qui est un peu plus concentrée que les vins tranquilles toutes couleurs, puisque vous voyez des gros pôles de consommation au centre de l'Europe et en Amérique du Nord. Et très faible en Asie pour l'instant. Au niveau des échanges mondiaux aussi, c'est concentré. En fait, on a l'impression que le marché est à peu près équilibré avec 40% d'échanges mondiaux, mais en fait, le gros des échanges se passe entre l'Espagne et la France. La France boit plus de rosé qu'elle n'en produit. L'Espagne en produit plus qu'elle n'en consomme. Et en fait, le gros des rosés espagnols est exporté en France. Et donc, ça biaise pour l'instant tout le marché des échanges mondiaux. C'est entre ces deux pays que se situe le gros des échanges. Vous voyez, l'Espagne, donc Mario l'a dit tout à l'heure, on estimait que c'était entre 40 et 50% des échanges mondiaux en fonction des chiffres. On est à peu près sur les mêmes données. Donc on a un marché pas si équilibré que ça. Par contre, on a un marché en croissance continue, je dirais même structurelle. 30% entre 2002 et 2017. Vous voyez qu'on était à 18 millions d'hectolitres, on monte à 23 millions d'hectolitres. Ça représentait 8,4% de la consommation mondiale, on est à plus de 10% en 2017.
Et en plus, il y a ce biais dont je vous ai parlé tout à l'heure. On avait une grosse consommation de rosé sucré aux USA, au Royaume-Uni ou en Allemagne, qui, elle, en parallèle, est plutôt en diminution. Donc l'augmentation des rosés secs est plus importante que celle qu'on voit là. Ah, alors lui, il a eu un coup. Bon, et ben, donc vous avez des jolies boules, c'est graphique. Les échelles apparaissent pas. Donc c'était juste pour vous montrer, tous les pays qui sont sur la droite et en haut sont des pays qui sont plutôt surconsommateurs, dont la consommation de rosé a plus progressé que la moyenne ces dernières années. Et tous les pays à gauche et en bas sont les pays où la consommation de rosé a moins progressé que la moyenne. Et les États-Unis, qui sont pourtant un des gros moteurs de la croissance de rosé, a finalement sous-consommé par rapport aux autres pays et par rapport à son augmentation de la consommation de vin. Ça, c'est encore une fois lié à ces fameux la consommation de vin sucré qui diminue. Bon, du coup, on va passer vite. Donc ce marché du rosé, finalement, c'est un marché encore émergent et avec un fort potentiel. Donc là, je compare en fait la consommation en litres par an par habitant. En bleu, c'est la consommation toute couleur. En rose, c'est la consommation rosée. Et donc sur la consommation toute couleur, on a une convergence en fait de la consommation entre 25 et 30 litres par an par habitant sur la plupart des marchés. Les pays historiquement surconsommateurs diminuent et les pays sous-consommateurs progressent. Donc on a tendance à avoir l'ensemble des marchés qui vient autour d'une même moyenne. À noter que les USA, qui sont encore une fois un des moteurs de la croissance, ne sont qu'à 12 litres par an par habitant, et la Chine 1,4 litres par habitant. Donc on a encore un gros potentiel sur ces marchés-là. En rosé, c'est beaucoup plus hétérogène et beaucoup plus disparate. Vous voyez que de très nombreux marchés sont encore en dessous de 2 litres par an par habitant. Et là encore, c'est un peu biaisé par la France, qui a 16 litres par an par habitant. Vous avez la Suisse qui surconsomme, la Belgique. Et sinon, la plupart des autres marchés sous-consomment du rosé par rapport à la consommation totale de vin. Donc un marché qui n'est pas mûr au niveau de la quantité consommée par habitant. Un marché qui n'est pas non plus sur le nombre de consommateurs. Là encore, sur la plupart des marchés, bon an, mal an, à part la France et quelques pays surconsommateurs, on s'aperçoit qu'on est entre 50 et 60% des adultes qui consomment régulièrement du vin. Alors, sachant qu'un consommateur régulier dans le reste du monde, c'est 1 à 3 fois par mois. En France, c'est 1 à 3 fois par semaine. 1 à 3 fois par mois, on dit que c'est un occasionnel. Donc on a au niveau des toutes couleurs un nombre de consommateurs qui se rapproche. Au niveau du rosé, là encore, c'est très hétérogène. Vous voyez, en Chine, on pense que c'est 3% des adultes consommateurs de vin importés. La donnée est un peu biaisée. En Allemagne, on est en Finlande, par exemple, on est à 15%. Au Canada, 20%. Donc on est en dessous d'un chiffre de 30% vers lesquels des pays mûrs comme la Belgique ou la Suisse se situent, ou les Pays-Bas, qui sont des pays plus mûrs dans la consommation de rosé. Et donc cette différence entre les marchés et cette non-maturité, on l'observe en rayon. Donc là, je vous ai mis 4 photos. On voit par exemple en France ou en Californie que les rayons de rosé commencent à être très bien achalandés, avec une offre assez large. Mais par contre, si vous regardez l'Australie ou Singapour aujourd'hui, vous voyez qu'il y a 2 pauvres étagères de rosé dans tout un magasin de vin. Et donc finalement, l'offre en rosé sur ces pays-là est encore très faible et pourrait grossir. Donc c'est un marché qui a du potentiel. On est à 10% aussi au niveau mondial. Est-ce qu'on tendrait vers un équilibre qui serait plutôt autour de 15-20% comme on observe sur les marchés mûrs? La consommation est très hétérogène et biaisée par le poids de la France. Est-ce qu'on peut aller vers un équilibre plus important de consommation et plus de consommateurs lorsque les marchés seront mûrs? Les échanges mondiaux sont très importants mais très concentrés entre 2 pays et devraient se diversifier. La production est très concentrée aujourd'hui. La demande va augmenter, est-ce que cette production va augmenter et la concurrence aussi? Et enfin, on est sur un marché en croissance dont la croissance va probablement continuer. Et c'est ce qui n'est pas si facile aujourd'hui, vu que c'est un marché émergent. Là, je compare la France avec tous les autres marchés, en nombre de consommateurs et en quantité consommée par consommateur. Si tout le monde se met à boire du rosé comme la France, on fait plus que tripler les volumes de rosé consommés dans le monde. On passe de 20 millions à 70 millions d'hectos. Donc ça serait bien, mais c'est probablement une estimation un peu exagérée. Donc on a tenté une approche avec deux autres hypothèses. Une hypothèse basée sur le nombre de consommateurs et la quantité consommée, avec notamment la Belgique et la Suisse, qui sont des pays plus mûrs, et donc un raisonnement qui consiste à dire l'ensemble des autres marchés va se rapprocher de ces équilibres-là.
Donc, ce qui veut dire en nombre de consommateurs, entre 15 et 20% des consommateurs qui consomment du rosé, et un équilibre entre 2,5 et 4 litres par an par habitant de rosé. Mais vous voyez que rien que ces deux valeurs-là représenteraient déjà une augmentation énorme de la consommation. Et là encore, vous voyez que les États-Unis, finalement, n'y sont pas. En nombre de consommateurs, ils y sont presque, mais en quantité consommée, ils n'y sont pas encore. L'autre hypothèse, c'est de prendre les dires d'experts et les estimations qui ont pu être faites, notamment dans l'étude IWSR Vinexpo, qui a fait le constat, comme l'Observatoire du rosé, d'une forte augmentation de consommation de rosé jusqu'en 2018, qui fait l'hypothèse encore d'une croissance forte jusqu'en 2022 à plus 9%, et surtout un rythme qui, depuis 15 ans, fait plus 2% par an. Mais plus 2, on en arrive à des très fortes augmentations au final. En prenant ces deux hypothèses-là, c'est là qu'on se risque à une hypothèse, on arriverait à un chiffre de 28 à 30 millions d'hectolitres consommés en 2035. Donc environ 7 millions d'hectolitres gagnés sur le marché du rosé, en particulier en Europe, aux USA, mais également l'Asie ou l'Océanie ou tous les autres pays qui se développent. Donc normalement, on va aller vers plus d'internationalisation. Dans ces hypothèses-là, a priori, la France ne devrait pas non plus toujours encore augmenter, vu qu'on est déjà largement surconsommateur de rosé. Mais donc ça veut dire quand même 7 millions d'hectolitres à fournir aujourd'hui de rosé. Là, je rebondis sur l'intervention de Richard Delarens, à des consommateurs millennials. Et du coup, les défis que ça pose, on pense structurellement qu'on va avoir une augmentation de la demande. Quelle augmentation de l'offre il va y avoir en face? Là, c'est Gilles qui l'a dit tout à l'heure. Le rosé, c'est un produit à part dès le grain de raisin. Et on a aujourd'hui des vignobles spécialisés dans le rosé. À part la Provence, à part la Loire, à part quelques vignobles espagnols ou italiens, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup produisent encore du rosé par défaut. Et en fait, on a un marché qui structurellement va avoir besoin de rosé, de certains types de rosé. Et donc, il faut qu'il y ait des régions productrices spécialisées dans le rosé pour répondre à cette demande. Ensuite, il y a les aléas économiques et conjoncturels. Là, je vous ai fait des projections théoriques. Il peut y avoir des freins à la croissance. Le plus récent, c'est le Brexit. On sait qu'on peut avoir des réglementations erratiques venant d'Amérique du Nord qui pourraient poser problème. À l'inverse, on est aujourd'hui sur des hypothèses en Asie et notamment en Chine qui sont linéaires, alors qu'on sait très bien que le marché chinois peut devenir exponentiel si l'envie lui en prend. Donc on peut avoir des augmentations beaucoup plus fortes en Asie. L'internationalisation du marché va aussi poser des questions, notamment sur le transport et la conservation des vins. Aujourd'hui, on est sur un type de rosé qui doit rester frais, qui doit bien se conserver, et plus on va l'envoyer loin, plus ça va poser des problèmes, plus ça va être énergivore. Et or, aujourd'hui, on parle de développement durable et de transition écologique. Si les rosés qu'on expédie consomment plus d'énergie, comment on fait pour atténuer cet impact? Et enfin, l'émergence de nouveaux marchés fait qu'aujourd'hui, on est très, la plupart des études nous disent, sur le Provence style, des rosés clairs, des rosés fins, des rosés aromatiques. Mais est-ce que ça va rester comme ça dans 10 ans? Déjà, est-ce qu'on arrivera à produire des vins comme ça dans 10 ans du fait du changement climatique? Et est-ce que tous les pays vont attendre des vins comme ça? On va avoir des pays asiatiques, d'autres pays qui auront peut-être des goûts et qui attendront peut-être des styles de vins différents. Donc des typicités qui seront peut-être plus marquées, un élargissement de gamme en fonction des régions et des conditions climatiques. C'est plutôt intéressant, moi je trouve, pour nous, c'est qu'aujourd'hui on a un produit dont la gamme peut s'élargir, où chacun pourrait probablement trouver sa place. Nous en Provence, là, je rebondis sur ce qu'a dit la Champagne, on a la volonté de rester dans le top du rosé, mais s'il y a plus de régions productrices avec plus de styles et qui alimentent le marché, ça peut profiter à l'ensemble du marché du rosé. Et j'en terminerai. Merci beaucoup, Brice Aymar. Alors, on a justement parlé du marché chinois. Je voudrais qu'on revienne justement sur ce marché. Jianming Wang, bon, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'université Brock au Canada. Ce marché chinois, on va dire qu'il fait rêver la plupart des producteurs de vin. On se dit, si j'ai 0,5% du marché chinois, je gagnerai énormément d'argent. Alors pour le rosé, moi, je vais vous donner un exemple personnel. J'étais à Shanghai il y a quelques mois de cela, et je voulais acheter une bouteille de rosé. Et j'en ai pratiquement pas trouvé. Donc, est-ce qu'il y a du business à faire actuellement avec la Chine, et comment séduire le marché chinois en proposant du rosé? Oh, thank you for your question. Firstly, please accept my apology to speak English because I'm just not
that good at French. And after hearing Mr. Delaire's presentation, now I have a very good excuse because I'm one of the millennials, and I actually did the gene test like 2 years ago because I was just looking at the report, and the origin of my gene only contained 0.033% from Europe. So, but perhaps that's why I can't speak that good French. Okay, so today my topic is about the rosé wine in China. So it's a bit now. Well, I'm originally from China, of course, and but now I'm working in Canada. So, but the work I'm going to talk today is a summary about the work I did when I was in Australia. So we did focus on the Australian rosé wine. We want to know the Chinese how they perform in Chinese market. So it's about the summary of that work. Also, I'm from a chemistry background. So, but today I will mainly talk about the sensory perspective of the project. So here's some background of the project. As everybody said before, rosé wine is more popular, and especially for China. I mean, China is a huge market, and not only for rosé wine, it's for all different categories, of course, and also from the IWSR survey, and they summarized the increase value of by different category of wines, and we can see the rosé category increase 7.1%, and comparing like negative 2.4% for the red wine. So which means like I think Chinese market now is actually in a phase of adjustment. So because we didn't see that like dramatic increasing now, but like people are still looking for what they want to drink and what they prefer. So I think right now, if the rosé wine, if the rosé from Provence can enter into the Chinese market, it will be a very good time. And also the reason why we did that project in Australia, because there was literally no academic research focusing on rosé wine performance in China. And also another interesting data I want to share with you is it's actually from Economic Institute of Hong Kong. They did a research just not long ago. So they find out the purchase frequency grows by different categories within the Chinese population. So as everybody said, like rosé wine is perfect for young people during summertime, especially for millennials. But you can see that it's interestingly, rosé wine, 15% of the purchase frequency growth is actually from the age group with age from 41 to 50. So which means like in our concept or in our normal concept, rosé wine is mainly for the young consumers. But right now the Chinese market maybe is not ready or the education is not there yet. So that's why we can see the highest increase about rosé wine is actually not from the young people. It's actually from people in the mid-age and or even older. Here's some background about the tasting we did in 3 cities of China, Beijing, Shanghai, and also a city in Xi'an. So Beijing is the capital city of China. Well, it's a city in the most developed city in the north part of China, and Shanghai is the most developed city in the south part of China, and Xi'an is in the middle. So that's the reason behind why we choose these 3 cities did the blind tasting. So all the participants are from the different aspect of wine industry, so they are not just general customers. You can see that some of them are enologists and some of them winemaker from production field, and also a lot of from marketing and sales. Because in our opinion, we think this group of Chinese wine professionals
Chinese wine professionals, they do have a big influence on the public customers in terms of making like wine purchasing choices. Because as a normal customer in China, probably you have no idea about what rosé wine you want to pick up. So they will always go to follow one of the professionals and to listen to their suggestions. So it's one of the questions we asked before they did the blind tasting. So it's about Australian wine in general. It's not specifically for Australian rosé wine, but yeah, we can see some of the term like quality aromatic. In this group of Chinese wine professionals are more related to their perception or their idea about Australian wine available in China. And also another thing very interesting I want to share here is we also did wine label recognition. So we generate all the different kind of terms like they used to use put onto the label on the back label of on the wine and to describe the style and the characters of their rosé. But some of the Australian winemakers they are not sure that whether the Chinese customer or Chinese wine professional can really understand what they are. So they generate a term. Well, some of the terms are very Australian, but some of them like lemongrass, for example, and also quince, which is a tropical fruit, and elderflower, which is something we commonly see in on the wine label. But here's the result from this study. So we can see that, for example, for Box Tree Turkish Delight, which is kind of confectionery, like candy, and also Queen's Star Pea and also Vegemite elderflower, they have a relatively higher percentage of people which can't really understand what they are. So which means, I mean, for rosé wine, for rosé from Provence, we probably can do exactly same thing in Chinese market and try to see what Chinese customer can really understand. Because instead of put some, I mean, a certain amount of fancy word is always good on the wine label, but not too many. So that's why we had this study. And also, it's about like different city has different level of wine knowledge based on this study. So we can see Shanghai, Xi'an, Beijing, they had different amount of people like have difficulties in recognizing these wine terms. Here's the tasting list I used to during the tasting. So after they filled out the demographic details, they will be asked to taste 31 different rosé wines from the they will mark the quality level from A to E, and then they will pick up to 5 words from the reference page I gave them to describe color, aromas, and also the flavor on the palate. And also after that, they will mark the preference onto that wine from the dislike extremely to like extremely. And then they will have a multiple choice question about what they think that wine should cost in Chinese market. Here's some result, and we can see that. I haven't mentioned yet because in total we had 32 rosé wines. Most of them are from Australia. We only had, due to availability of French rosé, we only include 2 rosé from Provence into the study, and also 3 rosé wine from China. So it's from 3 different Chinese wine regions. And we can see that from the tasting, and one of the Australian rosé wine, which is Australian rosé wines, Australia sample always start with the letter A, and the letter C stands for Chinese, and the letter F stands for France.
And we can see the A17, which is has the highest preference score, and also has the second highest quality score. So from this graph, we can see the correlations, positive correlations between preference score and the quality score. So 2 of the French sample, one is in the middle, and one is towards to the end. And also that's another chart about the mean expected retail price. Interestingly, one of the Chinese sample has the most highest expected retail price compared to rest of the samples. Here's a PCA biplot about all different sensory attribute, the correlation between different sensory attribute with the preference, quality, and price. And we can see that for this group of Chinese wine professionals, they usually related better quality and preference with rosé wine with red fruit confectionery characters instead of, because as we discussed yesterday, Provence rosé is more into the citrus savory on the top left corner or into the floral on the top right corner there. So I know we need to keep the typicity of Provence rosé, but at the same time, we may think we can make something like fit in purpose for Chinese market, and to make Provence rosé towards more like tropical red fruit and confectionery honey, this type of characters. Because from our study we show that this type or this style of rosé wine is preferred by the Chinese wine professionals. Here's about like all the volatile chemicals relation with the preference, quality, and the price. I won't go into the detail, but the reason why we did this because we want to establish a model to from chemistry approach to predict the style of rosé wine instead of using a tasting panel, which costs money and time. Here's the networking analysis about all the positive correlations between all different attributes, like different volatile compounds, different sensory attribute, and also the preference, price, and quality. So we can see this group in the middle in color of purple. Some of the, just like what I mentioned before, like red fruit and like honey, confectionery, tropical fruit, positively correlated with preference. Here are some pictures about the rosé wine tasting I did in China, in Shanghai, Beijing, and also in Xi'an. So the conclusion for the study now is, because it was mainly focused on the Australian rosé wine, so we can see the style of Australian rosé wine was very diverse. And so the second is the Chinese wine professionals prefer rosé wine that has lower residual sugar, which means can be, in another word, can be with higher acidity level, and also with red fruit, floral, confectionery, and honey characteristics. And they don't like something too developed, like savory or some other developed notes. And the third one is more about chemistry. So the acidity level and the intensity of the red fruit characters were related to the higher quality of the rosé wine. And in terms of the chemical compounds, like beta-demascenone, which is responsible for rose petal in the rosé wine, and also 3-mercaptohexyl and 3-mercaptohexylacetate. It's two of the Thales compounds responsible for passion fruit, tropical fruit, grapefruit in rosé wine. So they are more associated with better quality, better preference for this group. For the future directions, we need to update. We need to do like up-to-date research and also on a larger scale study involving like Chinese public normal customers, and also just like
Richard said, the millennials and also even younger, because millennials called Generation Y, and they have even younger generation called Generation Z. So we need to know their preference on the rosé wine, and also after we know like what Chinese wine professionals preferred, and we want to examine how they gonna to influence the Chinese normal customer purchasing behavior. Yeah, so that's my opinions, and from marketing perspective, because I'm from chemistry perspective, but for me, from what I've seen in China, the first thing is for the Provence Rosé is as a group we should be involved into more the Chinese, for example, wine exhibitions more actively as a group, just like the institute in Bordeaux, the CIVB, and also organizing master classes focused on rosé wine in China, just like what Bordeaux did. And they have all different kind of activities across, not only in the major city in China, but also in some second tier, even the third tier city in China. So different level of activities try to promote different level of Bordeaux wine. So I think we're going to organize a master class on rosé soon. So which is a good one. Yeah. Yeah, and so the last one is if we want to build more linkage between younger customers with rosé wine, we need to, personally speaking, we need to have some activities like what they did, like what Argentina did. So they have what they call Malbec Day. So on that day, they promote Malbec wine in more than 100 different universities in China. So they teach the college student about Malbec. They teach them how the Malbec is grown and how the wine is made, and they let them taste different style of Malbec and try to build a linkage between the young customer with Malbec wine. So I think Provence Rosé can be the same, doing the same thing, because rosé, I mean, definitely millennials love the color, but with a certain, as long as it tastes good, I think with a reasonable price, they will be very popular among the universities for sure. So the work about rosé wine is summarized here, so you can find out the publications about the rosé wine. Yeah, that's about it. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Et pour finir cette troisième table ronde, ou plus exactement cette troisième exploration du marché du rosé, j'invite à nous rejoindre sur ce plateau Birte Janssen, qui est dégustatrice pour le guide Béthane de Sauve. Et pourtant, je n'ai pas bu de rosé ce matin au petit déjeuner. Bonjour. Et avec vous, je voudrais qu'on parle un peu de l'évolution du rosé, parce que, je veux dire, vous, votre quotidien, c'est les vignes, c'est les caves, les vignerons, les professionnels. On parlait tout à l'heure notamment du marché chinois en disant on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de miel, un peu plus d'arômes, que sais-je encore. Est-ce que, mine de rien, le rosé, à la lumière de tout ce qui se passe en matière de changement climatique, il est déjà en train d'évoluer et que le rosé d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le rosé d'il y a 5 ans? Alors, il y a une évolution qui est rapide. En fait, pour moi, j'ai presque envie d'aller un peu plus loin en arrière. J'ai un regard totalement différent. Je ne viens pas d'un monde scientifique, mais par la dégustation, quand on va en région et quand on déguste autant de rosés en fait groupés à un seul moment, on se rend compte de certains changements d'évolution, tendances, etc. Donc déjà, ce qui est peut-être intéressant à rappeler, c'est que le rosé, il revient de loin. Il y a 30 ans, il n'avait pas du tout l'aura qu'il a aujourd'hui. C'était en partie considéré comme un produit secondaire de la production de vin rouge. Il y avait certaines appellations qui le mettaient en valeur, comme Tavel, Rosé d'Hérissé, etc. Mais
il n'était pas particulièrement apprécié en tant que vin, en tant que tel. Donc il y a eu une évolution technique dans les chais et à la vigne qui a fait que la qualité du rosé a beaucoup augmenté, ce qui fait en fait que ça a été plus apprécié. Il y a eu à un moment donné Régine Sumer qui a vinifié un rosé très clair. Ça a créé un effet de mode. Et sur le coup, la demande a encore augmenté, la valorisation a augmenté, ce qui a fait que les gens sur place ont pu réinvestir dans du matériel beaucoup plus performant, qui permettait ensuite de faire une qualité encore plus grande. Et aujourd'hui, le rosé de Provence est un peu... il mène le marché en quelque sorte, il inspire les autres parce que le rosé qui est plus coloré, qui a d'autres styles, peut-être un peu moins sec, etc., il est en perte de vitesse. Or, le rosé de Provence se porte comme un charme. Et c'est une sorte de modèle pour tous les autres qui, sur le coup, se développe aussi. Ça fait de la concurrence au marché de Provence. En même temps, ils sont en train de se construire, ce que je vois, une image de marque un peu à la champenoise. C'est-à-dire, c'est un style, c'est une couleur, parce que aussi les bouteilles sont transparentes, donc la couleur est très importante. Nous sommes des gens qui, dans notre culture, nous choisissons les vins par rapport à une étiquette ou une couleur. On est très visuel, parce qu'on est finalement, à moins d'être dégustateur averti, on ne sait pas forcément ce qui est dans la bouteille. Et le marché du rosé, en fait, il se détache en ça un petit peu du marché plus classique des vins rouges et des vins blancs. C'est donc aussi un acte d'achat qui porte sur une couleur. On le voit d'ailleurs aussi, il y a des producteurs, quand je discute avec eux, ils me disent wow, enfin, j'ai une partie que je mets en bouteille moi-même, une partie je le vends sur le marché en vrac, mais le marché en vrac, cette année, ils m'ont dit ton vin il est un peu trop foncé, on n'en veut pas. Et ils ne regardent même pas la couleur, ils regardent juste, ils regardent pas la qualité, ils regardent juste une couleur. Donc, ce qui s'est construit en fait avec ce marché et avec cet effet de mode du rosé de Provence, c'est une pyramide, ce que j'appelle aplatie. Alors, dans le rouge et dans le blanc, on a des pyramides, des vraies pyramides, c'est-à-dire une large base de vins, de consommation quotidienne plutôt simple, etc. Il y a la partie intermédiaire avec des vins qui ont un élevage plus sophistiqués, qui peuvent se garder à moyen terme. Puis il y a le haut de la pyramide qui est vraiment le top des producteurs. Voilà. Ça existe en blanc et en rouge et pas tellement en rosé. En rosé, pour le moment, je vois une base très large, très construite. Et il y a quelques vignerons qui commencent à sortir en fait, des rosés qui sont de garde, de gastronomie, qui sont des rosés de luxe avec des prix qui commencent à grimper. Mais la zone intermédiaire entre les deux est quasiment pas couverte. Et il y a aussi dans les dégustations, ça fait depuis 3 ans maintenant que je déguste les rosés de Provence. La première année, il y avait encore beaucoup de tilleul, de pamplemousse, etc. La deuxième année, je m'attendais à la même chose. En fait, j'étais surprise. C'était beaucoup plus minéral. La troisième année, il y avait non seulement la minéralité, mais encore des couleurs très claires. Et le rosé, pour moi, il tend actuellement, dans son style, plus vers un blanc de noir qu'un rosé. Il y en a qui gardent la couleur rosée, très jolie. D'ailleurs, le Centre du Rosé avait fait un classement en couleurs. Il y a évidemment aussi tout ça, mais les couleurs foncées sont quasiment écartées. Et parfois, quand je dégustais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai en verre? Est-ce que c'est un blanc ou est-ce que c'est un rosé? Et ça arrive de plus en plus souvent. Donc le style, il évolue. En même temps, je pense que c'est demandé par le marché. Après, est-ce qu'il ne faut avoir que ça? J'en sais rien. Je pense que le marché il est curieux. Il n'y a pas qu'un seul style de vin qui fonctionne. Quand je discute avec les gens, effectivement, ce rosé clair, ils le considèrent comme un rosé qui peut être consommé dans l'année, mais en aucun cas pour eux, c'est un vin de garde. Ce qui contente en fait le rosé injustement dans une certaine catégorie. Je ne dis pas que c'est justifié ou pas, je parle de perception en fait, c'est tout. Et sur le coup, quand on a un rosé qui est bien l'année d'après la récolte, mais peut-être encore plus joli à N+2, le marché n'est pas forcément prêt à prendre ça en considération. Et quand on sort complètement des chemins battus, on utilise peut-être des cépages comme les Tibourènes, qui donnent un rosé très typé, très particulier, qu'on peut aimer, ne pas aimer.
c'est mal compris par le marché où quelqu'un comme à Bandol, Guillaume Tari à la Bégude, il fait l'Irréductible, qui a un rosé très foncé, qui a beaucoup de corps, qui raconte beaucoup d'histoires, qui est très complexe, qui se garde superbement bien, ou encore le Château Simone. Voilà. Bon, c'est que des exemples provençaux, mais voilà, il y en a qui cultivent le rosé de garde, mais c'est des rosés qui ont besoin d'être expliqués. Et ce qui fait que le rouge, lui, se comprend par lui-même. Le blanc, il se comprend par lui-même. Le rosé, il a besoin d'être mis en valeur par une communication et un marketing très particulier. Et en fait, pour moi, il y a une espèce de double évolution que je vois sur le marché du rosé et que je lis quand je lis la presse spécialisée. C'est que, à la fois, c'est le marché qui dicte le style, et à la fois, c'est la pression de l'opinion publique aussi qui commence à dicter le style. Alors le vigneron, lui, au milieu, il fait quoi ? Lui, soit il fait selon une couleur, donc il disparaît en quelque sorte derrière un style, ou alors il prend un parti pris un peu extrême et il se dit, moi je vinifie comme je veux, donc je fais des rosés très foncés avec des cépages d'eau, complètement à part, je fais des styles plutôt doux, mais bon, il prend toujours un risque avec ça. Et mais il y a en tout cas une recherche d'individualité. Donc comment projeter tout ça ? Ça ne répond pas vraiment à la question comment va évoluer le style du rosé. Mais je pense qu'il y a une construction à la fois de la perception des consommateurs que la construction de la pyramide, de comment se structure cette catégorie de vin qui est devenue une catégorie à part entière, reconnue. C'est plus juste un petit rosé de piscine qu'on boit pendant l'été, mais justement ça commence à changer un peu. Le rosé quitte un peu sa zone estivale pour rentrer dans la zone plus consommation tout au long de l'année. Ça reste pour le moment très modeste, mais c'est en train d'arriver. Donc voilà, il s'élargit, mais il reste dans une couleur. Alors, moi, j'aurais juste une petite question à vous poser. Est-ce qu'il ne va pas en être du rosé comme des Dacia ? Les voitures qui avaient été construites par le groupe Renault, on nous avait dit que ces voitures étaient destinées au marché émergent, au marché d'Europe de l'Est, et devinez quoi, les Dacia, on les a vu arriver sur le marché français, et maintenant c'est une des marques qui se vend le plus. Est-ce qu'on ne va pas avoir la même chose avec le rosé en disant, il y a par exemple le marché chinois, ils veulent plus de miel, plus de fleurs, plus de je ne sais quoi, on va le faire, et puis du coup après, ça va être le goût chinois qui va devenir le goût qui s'imposera de fait à nous consommateurs européens. Je pense pas que ça puisse marcher comme ça. Effectivement, il faut penser en culture. Ce qu'ils veulent en Chine, c'est pas du tout la même chose que nous on veut en France. D'ailleurs, les Allemands veulent pas non plus la même chose que les Français. Et pourtant, on est voisins. Moi, je suis allemande. Je sais, ils consomment des vins de style un peu différent. Ils ont des attentes différentes. Et chaque pays a sa culture. Donc, il y a de la place pour absolument tous les styles. Il faut juste en fait, maintenant, comprendre quel marché demande quel style, qu'est-ce que je veux faire, et surtout, est-ce que j'ai envie et est-ce que j'ai besoin d'y répondre. Quand on pense à la taille de grandeur d'un CIVP, il est évident qu'il y a une réflexion stratégique derrière. Quand je prends un petit vigneron qui a 10, 15, 20 hectares, il ne va pas être dans cette même logique. Il va être dans une logique beaucoup plus individuelle. En même temps, s'il a un marché export, lui aussi, il est obligé de s'y confronter. Donc, il va peut-être faire une partie son style à lui, et peut-être développer une partie d'un style qui va plaire à un certain type de marché. Je pense que les coopératives, déjà, ils marchent en partie comme ça, avec des choses qui sont pour le marché français, et puis après, selon la commande qu'ils ont et la personne qu'ils ont en face de lui, les attentes, ils vinifient un certain type de vin où ils savent que ça va se vendre parce que ça correspond à un certain marché. Après, il y a une autre chose que je vois aussi, c'est que les attentes, en fait, du consommateur, il y a une sorte de, pour moi, rupture entre justement la génération plus ancienne et les millennials, c'est-à-dire ils n'attendent pas du tout la même chose du vin. Si avant on gardait le vin, on le faisait vieillir en cave, on était très à la recherche ou d'un vigneron, ou d'un cépage, ou d'une appellation, aujourd'hui tout ça c'est en train un peu de s'effriter avec la plus jeune génération, et pour moi, ils ont des attentes en fait plus ce que j'appelle transversales, c'est-à-dire à la fois, ils veulent que ça soit moderne,
que ça corresponde à un certain progrès de technologie. En même temps, ils veulent que ça soit écologique, ils veulent que ça soit individuel, que le rapport qualité-prix soit bon, mais ils veulent aussi que ça soit transparent. Aujourd'hui, je pense que le temps évolue où le vigneron pouvait faire toutes sortes, même en général en agriculture. Ce qu'il voulait en fait dans sa vigne ou dans son champ, aujourd'hui les gens ils veulent savoir parce que les préoccupations écologiques sont au cœur, notamment de la jeune génération. Et si les styles vont évoluer, parfois ça va être forcé aussi parce qu'on est obligé d'adapter son style de viticulture. Et forcément, on change la façon dont on cultive la vigne, ça se ressent dans le chai et donc dans le produit fini. Donc les styles des vins vont aussi évoluer par rapport à ça. Est-ce que la couleur va évoluer? Non, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire des vins clairs comme ça, sans forcément recourir au charbon, au PVPP, etc. Mais on arrive à le faire avec la chaîne de froid, qui après laisse une mauvaise empreinte écologique. Mais bon, bref, il y a à la fois les considérations individuelles, il y a les considérations stratégiques, et puis il y a les considérations surtout des consommateurs. Tout ça, ça va influer sur le style des rosés de demain. Comme je disais, ça va dépendre intrinsèquement de la culture et aussi de l'éducation et l'ouverture d'esprit de son marché cible. Et alors, une dernière question pour conclure. On parlait de ces questions de réchauffement climatique, des horizons 2020, 2030, 2050. Vous, en tant que dégustatrice, et pour reprendre une expression de jeune, ça vous fait flipper le réchauffement climatique dans votre activité de tous les jours? Vous vous inquiétez de ce que vous allez trouver dans vos échantillons que vous dégustez tous les jours? Je viens d'Hambourg. Le réchauffement climatique, pour moi, ça sera chouette. Il fera meilleur chez moi. On fera du rosé à Hambourg, rassurez-vous, il n'y a aucun problème. Ah, on en fait déjà. Non, ce qui me préoccupe plus, avant même le réchauffement climatique, c'est l'impact écologique qui devient de plus en plus visible et qui commence à poser un certain nombre de questions. Et très sincèrement, au niveau personnel, ça me fait flipper de lire toutes ces études qui disent voilà, les abeilles disparaissent, les oiseaux disparaissent, etc. Et d'ailleurs, je me rends compte, pendant mon enfance, je me baladais dehors, c'est tout con, ça pépiait de partout, il y avait des choses qui volaient de partout, je prenais ma voiture, mon pare-brise, il était décoré d'insectes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors je me demande où est-ce qu'on va. Si, en tant que personne individuelle, par mon propre choix, là je parle de Birteux et pas des autres, je peux acheter un vin qui est fait avec le respect de l'environnement, le respect de la personne qui l'a produite, le respect de la rémunération de la personne qui l'a produite, parce que pour moi aussi, ça c'est une question qui est cruciale. Il faut que le vigneron puisse correctement gagner sa vie. Tout ça, pour moi, ça fait partie des réflexions, et je pense que ça fait partie aussi des réflexions de la plus jeune génération qui commence à consommer du vin. Et voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci, messieurs, d'avoir participé à ces derniers échanges. Alors, tout d'abord, je vais demander à tous les participants au table ronde de venir nous rejoindre parce qu'il est question de faire une photo de famille, comme on dit. Alors, vous redescendez, tous ceux qui ont participé au table ronde ce matin, vous venez nous retrouver ici sur le plateau. Petite chose maintenant, vous avez rendez-vous sans doute pour le meilleur moment de la journée, le 5e étage, le Mall Paseda, vous allez voir, c'est un endroit exceptionnel et ce qui vous sera proposé est exceptionnel également. À 14h, vous avez rendez-vous ici pour les ateliers d'approfondissement, mais également dans l'auditorium qui est de l'autre côté. Et puis, n'oubliez pas de redéposer les casques à la sortie de cette salle. Merci beaucoup.